En juin 1975, Barry Sheene vient tout juste remporter la première de ses 21 futures victoires en Grand Prix. Tout au long d'une carrière de 16 années de course, Barry survivra à 2 terribles accidents. Remportera le titre européen en 750, empochera à 2 reprises la couronne mondiale en 500 et deviendra une star mondialement reconnue. Barry a fait pour l'image du sport motocycliste dans le monde, certainement beaucoup plus que n'importe quel autre pilote avant lui. Mais comment tout cela a-t-il commencé? C'est assez amusant la manière dont je suis rentré dans la compétition. En fait, mon père sponsorisait un certain nombre de coureurs. Et il avait plus particulièrement 2 pilotes qui couraient pour lui lorsqu'il recevait de nouvelles machines. Mais ces 2 pilotes ne voulaient plus courir pour lui. Il m'a donc demandé de partir essayer les machines. Je suis donc allé à Brands Hatch. J'ai piloté les motos pendant 2 bonnes heures en réalisant de bons temps. Quelqu'un a alors téléphoné à mon père et lui a dit « Barry pilote très bien ». Donc mon père m'a dit, lorsque je suis rentré de Brands Hatch, « Je vais rentrer et venir voir comment tu tournes ». Et c'est exactement ce qu'il a fait. J'adorais piloter les motos et mon père m'a alors dit « Et pourquoi on ne t'engagerait pas pour une course ?» Je me suis donc inscrit et c'était formidable de faire ça pendant ces week-ends. Son père était Frank Sheene, qui courra régulièrement durant le milieu des années 50. Quand il décida de raccrocher son cuir, il continua cependant tout au long de sa vie d'œuvrer pour la moto en aidant les autres, à travers ses activités d'entraîneur et de sponsor. Bien sûr, à ce moment, un certain Barry Sheene observait tout ça et prenait déjà goût à la compétition. Objectivement, avant que je ne commence à courir, papa courait déjà et il m'emmena avec lui dès l'âge de 5 ans. Il m'emmenait avec lui sur les circuits et je me souviens encore avoir rencontré, alors que je n'avais que 5 ans, John Surtees. J'étais en admiration devant John Surtees, comme un peu plus tard devant Michael Wood. Je suppose que l'homme qui a certainement eu le plus d'influence sur ma carrière à mes débuts de pilote fut Bill Ivey, car il a couru pour mon père. Ce fut d'abord un bon copain et puis j'adorais sa façon de vivre. Il était toujours entouré de jolies filles, toutes très jeunes. Je pense que j'ai sans doute un peu copié sur Bill Ivey, dans le sens où il se débrouillait toujours pour faire ce qui lui plaisait. Il voulait s'amuser, le côté belle-fille est sans doute ce que j'enviais le plus chez lui. Barry fut aussi le seigneur de Brands Hatch. Il était présent lorsque Nick Harris de la BBC fut l'un des premiers à le repérer. Comme cela arrive souvent dans ce genre de situation, je pense que je l'ai probablement approché sans même le connaître. C'était pendant une journée de mars 1968 à Brands Hatch. On ramenait les motos ici depuis Oxford et Barry faisait ses débuts ce même jour sur une Bultaco, préparée par son père Frank. Je dois être honnête et avouer que je ne me rappelle pas de lui pendant cette course. Ce n'est que 2 semaines plus tard, après que nous ayons parcouru la presse spécialisée, que nous avons réalisé que vraisemblablement quelqu'un de spécial était en train d'arriver. Quelqu'un qui allait certainement surprendre plus d'un sur et hors de la piste. Je suis très heureux de pouvoir dire que j'étais là le jour où il a débuté, tout en avouant que je ne me rappelle pas de lui à ce moment. Je ne suis pas surpris en apprenant que 2 de ses idoles, 2 pilotes qui l'ont inspiré pour sa carrière, furent Bill Ivey et Michael Wood. C'était là 2 immenses pilotes, tous 2 champions du monde, mais aussi 2 personnalités en marge de l'establishment. 2 hommes qui aimaient bien narguer les autorités, des gens qui mordaient la vie à pleines dents. Tout ceci résume à merveille Barry. Barry fit sa première course sur le continent en 1970 sur une Suzuki 125. L'année suivante, Barry pilota aussi un 50 Kreidler. Son principal adversaire, André Nieto. Lors de mes premières années en compétition, mon principal adversaire fut Nieto. En 1971, lors du championnat du monde, je courais contre Nieto. Il voulait mener le championnat, mais c'est moi qui ai mené, bien que Nieto ait fini par remporter le titre. Si j'examine l'ensemble de ma carrière et que je me demande quels en ont été les meilleurs moments, eh bien je dois avouer que ces meilleurs moments, sans l'ombre d'un doute, ont été toutes ces années où je me suis bagarré avec Nieto. C'était en plus un très bon copain et on a pris beaucoup de bon temps tous les deux, surtout avec de jolies filles. Barry courait à la fois après la reconnaissance et les sponsors. On ne s'ennuyait jamais dans les paddocks avec Barry.
En 1971, j'ai couru pas mal de fois avec Jarno Saarinen. Jarno n'arrêtait pas de progresser. Moi-même, j'allais de plus en plus vite. Mais en 1972, j'ai piloté pour Yamaha et ça a été une année désastreuse. Voilà comment, aussi rapidement que Jarno est devenu un grand champion en 1972, je me suis mis à peu près aussi rapidement à mal piloter. Il n'y eut donc pas à proprement parler de compétition. Il était tout simplement meilleur que moi. Le Grand Prix d'Autriche au Salzburgring en 1972 fut une des nombreuses occasions qu'eut Barry d'affronter le grand Jarno Saarinen. Barry, avec son numéro 5, a donné bien du fil à retordre de Saarinen, Pasolini et autres Agostini. Mais comme cela arrivait encore souvent à cette époque, les motos de Barry n'étaient pas toujours aussi fiables que celles de ses partenaires. L'année précédente, Barry chevauchait un Suzuki 125 bicylindres ex-usine sur le fameux circuit du Titi dans l'île de Man. Ça me fait bien marrer des fois, lorsque j'entends des gens dire que je ne suis pas un vrai pilote juste parce que je hais le circuit de l'île de Man. J'y ai roulé une fois et je me suis bien juré de ne jamais y retourner courir. Mais j'aime bien courir sur des circuits routiers. Clermont-Ferrand était l'un de mes favoris. Je n'aimais pas beaucoup Imatra parce que je pense que c'était vraiment dangereux. Mais j'ai toujours été très rapide sur le vieux circuit de Spa. Scarborough est l'exemple parfait de ce que vous pouvez attendre d'un circuit sur route. Non, j'aime bien les circuits routiers, mais il est arrivé un moment où les motos sont devenues trop performantes pour les circuits routiers. Il faut être lucide. De nos jours, il est ridicule de vouloir faire courir ces motos sur route. Le point de vue de Barry sur la sécurité était bien connu, et il ne s'est jamais privé de le faire connaître. Nous avons dû courir sur certains circuits, comme en Finlande par exemple. Le circuit d'Imatra était si dangereux que c'en était ridicule. Alors la fédération a décidé d'y envoyer les pilotes qui râlent contre la sécurité afin qu'ils s'y tuent avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. En 1973, Barry se retrouve une fois de plus face à Saarinen en championnat 750. Ses autres rivaux, qui n'étaient autres que son propre beau-frère, Paul Smart, et l'Américain Gary Fisher, subirent la loi de Chine. Sur la grille de départ, au départ des 200 miles d'Imola, la seconde course du championnat. Cette course ne sera pas mémorable pour Barry, mais avec une victoire à Clermont-Ferrand et des places dans le top 4 en Suède, Finlande, en Allemagne et en Espagne, assurèrent aux jeunes champions le gain du titre devant l'Australien Jack Findlay. À la fin de la même année, Barry fit ses débuts en Finlande et décrocha une moto d'usine en 1974. Il y a eu quelques grandes courses en 1974. En tant que fan, je me souviens m'être rendu sur le continent en diverses occasions. Phil Reed était sur MV, Agostini courait sur Yamaha pour la première année et Barry pilotait la Suzuki. Il y a eu de grandes bagarres avec de grands champions du monde. Reed et Agostini avaient déjà remporté des titres de champion et Barry se désespérait d'arriver à remporter le titre de champion du monde. Il a fallu qu'il attende encore 2 années avant d'y parvenir. Chine s'envole en tête, mais la brillante et nouvelle Suzuki est rapidement rattrapée par Reed avec Lansivuori 3e. À la fin du premier tour, nous avons Reed, Sheen, Lansivuori, Agostini, Rougerie, Bonera et Hans. Le premier Grand Prix du championnat se déroula en France à Clermont-Ferrand et fut l'occasion d'une bataille à 3 entre Barry, Phil Reed sur sa MV Agusta et Giacomo Agostini sur sa nouvelle Yamaha.
Agostini devra abandonner, laissant Reed gagner devant Sheen second. Un brillant début de saison pour Barry. Le Grand Prix d'Autriche, troisième course du championnat, est un bon exemple des conditions météo parfois très différentes rencontrées par les pilotes. Avec des gants de vaisselle pour Barry. Le circuit détrempé et glissant représentait certes un challenge intéressant. Ainsi, en dépit de ratés provoqués par un allumage défaillant, Barry réussit à se bagarrer pour le gain de la troisième place. Mais elle est par la même occasion entamé une série noire de 4 abandons en Grand Prix, série qui commença à Imola en Italie. Une fois de plus, Barry, numéro 5, laissa tout le monde sur place au départ. Et à la fin du premier tour, Barry menait devant Reed, Bonera, Lanciavuori et Agostini. Le premier à craquer sous la pression fut Reed, sur la MV Agusta. L'abandon de l'anglais sur la machine italienne causa presque un incident diplomatique dans les stands. En 1974, je pense que nous étions un peu largués avec la MV, pas seulement à cause de la puissance, mais aussi, surtout, à cause de la maniabilité du freinage. Il y avait tellement de freins moteurs et de poids en trop que c'était très difficile de lutter avec des machines de temps beaucoup plus légères, comme les Yamaha et les Suzuki, par exemple. On était donc un peu largués face à des gens comme Barry Sheene sur la Suzuki Usine, ou encore Jack Findlay, Paul Smart, et bien entendu Agostini, qui venait juste de passer sur Yamaha cette année-là. Reed était donc momentanément hors course, tandis que d'autres pilotes nous rappelaient que la course motocycliste est un sport dangereux. Barry va lui aussi chuter. Un arbre de bois bloque la roue arrière de sa moto et le voilà par terre, heureusement sans conséquences graves, ce qui lui permettra de revenir rapidement. Les gens ont l'habitude de me demander si, quand je courais en Grand Prix, cela m'ennuyait de revenir en Angleterre pour courir sur des petits circuits. En fait, cela ne m'ennuyait pas, car après avoir participé à 3 ou 4 Grands Prix d'affilée, c'était vraiment agréable de rentrer en Grande-Bretagne et de courir à Mallory Park pour la course de l'année, ou encore à Brands Hatch ou Donington. Et j'avais un maximum de supporters ici. C'était vraiment sympa de rentrer. J'appréciais de passer du temps avec le public. C'était tout sauf un problème que de rester assis à l'arrière d'un camion pendant 3 heures pour signer des autographes. On peut dire ce que l'on veut, mais sans le public, vous n'êtes rien. En tout cas, vous n'êtes pas populaire. J'avais donc l'habitude de faire un agréable break entre les Grands Prix pour rentrer courir en Angleterre. Cette si particulière course de l'année qui se déroulait à Mallory Park permit en 1974 à Barry Sheene de faire la connaissance d'un jeune Américain nommé Kenny Roberts, un homme dont il entendait bientôt reparler. Je me rappelle aussi que Barry avait très bien piloté lors de cette course. Je me rappelle aussi que lorsque Barry s'assit sur les marches de sa caravane, la file de fans atteignit sans problème près de 500 mètres. Il venait pourtant d'avoir une dure journée, il avait gagné toutes les courses et pourtant il signait tous les autographes qu'on lui demandait. Cela a probablement pris une bonne heure après la course.
Il voulait boire un thé, rentrer à la maison, mais il a d'abord signé chaque autographe demandé. Je pense que c'est le pilote qui a certainement le plus donné pour la cause de la moto en Angleterre. Il y en a aujourd'hui qui fuient les fans et c'est exactement ce contre quoi Barry luttait, contre quoi l'image de la moto doit lutter en général. C'est sans doute pourquoi il fut si populaire avec tout le monde. J'ai beaucoup aimé courir en Grand Prix sur le continent, avec toutes ces couronnes à conquérir, comme par exemple au Grand Prix de Hollande, à Assen, avec un contingent de fans britanniques particulièrement enthousiastes, spécialement si en plus vous gagnez. Mac, you got any taps and easy outs? You hadn't seen what he's trying to get at yet, have you? How come you don't buy first-class Allen screws? What? How come you don't buy quality Allen screws? Cheap ones, job locked. You've been using these same ones for 4 years, haven't you? I bet you break the lead off your bloody pencils at home in the office. Well, I use quality merchandise instead. Sears Yeah, Roebuck. the reason you break that, you didn't take the lock nut off the bottom. What do you think I was trying to do when it broke? Dummy. Le TT en Hollande, à Assen, fut un nouveau mauvais résultat pour Barry, qui ne put finir la course une fois de plus sur Andy mécanique. Il se mit donc à espérer se refaire lors du Grand Prix de Suède à Anderstorp, et ce malgré de nombreuses distractions offertes par le passage dans les stands. Un départ rageur avec un Barry qui a besoin de faire une belle place. Mais une fois de plus, la mécanique va en décider autrement. La pompe à eau de la Suzuki bloque, cassant du même coup le carter des Vilebrequins et projetant du liquide de refroidissement sur la roue arrière. Barry et Giacomo Agostini sont hors course. Bien que Barry ait réussi à casser avec son épaule l'un des poteaux de la clôture, lui et Ago ne furent pas sérieusement blessés. Mais la saison n'en était pas moins terminée pour nos deux pilotes. Phil Reed se rappelle parfaitement de cet accident. Je pense que Sheen menait à ce moment, et Agostini ne tournait pas assez vite pour le rattraper. Nous sommes tous arrivés quasiment de front à l'entrée de ce virage rapide. J'ai plongé à l'intérieur, Ago a plongé aussi, j'ai pu l'éviter. Les autres pilotes, c'est-à-dire Sheen, Lavansouris, Bonera par exemple, ne semblaient pas contrôler parfaitement la situation. Ils attaquaient tous très fort, mais pas au point d'aller chasser le 10e et de perdre le contrôle. Quand ils attaquaient vraiment fort, ils semblaient être au-dessus de la limite. Phil Reed finira par devenir champion du monde en 1974, mais certains de ses commentaires sur Barry seront nettement influencés par le fait qu'il n'obtiendra pas de Suzuki d'usine pour 1975. Une chose que je regrette vraiment, quelque chose qui non seulement stoppera ma carrière en course, mais aussi dans le domaine du management, est le fait que Suzuki ait refusé de m'accorder un guidon d'usine pour la saison 1975. Je suis allé au Japon pour essayer la machine et c'était la première fois que je pilotais une 502 temps. J'ai tourné sur leur circuit plus vite que personne ne l'avait fait auparavant. Et je sentais que je pouvais faire encore mieux sur cette moto. Et le boulot qu'ils ont réalisé sur la moto pour la régler pour moi fut fantastique. Ils avaient donc besoin de moi. Barry était certainement un grand pilote, mais il n'avait aucune influence sur le développement des machines. À la fin de chaque saison de Grand Prix, tout le monde se tournait vers la prochaine grande course, Daytona. Ce qui a fait de Barry une icône nationale et lui a même apporté la reconnaissance du milieu non motocycliste furent certainement ses accidents. Et cet énorme crash en 1975 à Daytona Beach en Floride. En fait, je m'étais arrangé pour être là afin de voir Barry en action. Je n'étais pas encore journaliste à l'époque, j'étais juste un fan. Et alors que j'arrive tout juste à Daytona, Barry a eu cet énorme accident à près de 300 km/h en partant des vibreurs pour finir dans les stands dans la ligne droite. Un horrible accident. Mais comme d'habitude, il se remit en selle extrêmement rapidement et fut de retour à Catwell Park seulement quelques semaines après pour courir.
Je pense que cet accident en particulier, qui fut filmé et retransmis sur les chaînes nationales britanniques, tout ça a permis aux gens de se rendre compte qu'ils avaient là un véritable héros sportif. Pas seulement un homme avec du charisme et un peu de talent, mais aussi de la bravoure. Et je suis sûr que bien qu'il fût sévèrement blessé à ce moment, il a apporté aussi beaucoup de bonheur. La vitesse atteinte par les motos à Daytona est plus importante qu'en Grand Prix. Et la pression encaissée par les pilotes et les machines dans les courbes relevées de l'anneau incroyable. À près de 300 km/h, le pneu de la Suzuki de Barry a commencé à fondre, semant sa gomme le long du tarmac comme une poupée de chiffon déchirée. Les motos et les accidents. Écoutez, mes deux accidents, enfin les deux les plus importants que j'ai eus, furent à Daytona en 1975 et à Silverstone en 82. Les gens me demandent souvent si je n'ai jamais pensé à abandonner la compétition. Mais honnêtement, je peux dire qu'après chacun de ces accidents, je n'ai jamais pensé à arrêter de courir. Le seul moment où l'éventualité d'arrêter la course a traversé mon esprit, ce seul instant, ce fut en 1974. J'avais insisté pour avoir comme coéquipier Gary Nixon, et il a eu cet horrible accident au Japon parce que sa moto avait serré. Et si je n'avais pas insisté pour que Nixon devienne mon coéquipier, il n'aurait jamais été là. Nixon fut mon coéquipier préféré de toute ma carrière. Et j'ai pu lui parler une semaine seulement après. Je pense sincèrement que si Nixon s'était tué, j'aurais vraisemblablement abandonné la compétition. 3 mois après Daytona, Barry remporte son premier Grand Prix 500 au TT de Hollande à Assen. Je suis parti à Assen avec une bande de copains d'Oxford qui se sont assis dans les stands de l'autre côté de la piste, face à la ligne de départ et d'arrivée. Ce fut un grand moment de le voir gagner ce Grand Prix. Je vois encore son père Frank traverser la piste en courant pour l'embrasser. Nous avions avec nous un drapeau de l'Union Jack que nous avions dérobé à la mairie d'Oxford et que nous avons agité pour cette victoire. Il y eut pas mal de Hollandais sous cette nuit pour célébrer cette victoire. Après avoir maintes fois échoué si près du but en 74 et 75, cette première victoire à Assen en Grand Prix a marqué le début des glorieuses années 76 et 77. Il a parfaitement piloté pendant ces 2 années, en battant à plat de couture tous ses rivaux et a réalisé un excellent travail, non seulement sur la piste en gagnant des Grands Prix et finalement le titre, mais aussi en dehors de la piste. Il était toujours à la une. Tout le monde en Grande-Bretagne savait qui était Barry Sheene, connaissait les Grands Prix moto, et c'est un vide qui n'a jamais été comblé depuis. Chaque année, on se demande, mais qui donc sera le prochain Barry Sheene? Mais pour l'instant, le prochain Barry Sheene n'est certainement pas encore arrivé. Barry discute ici avec Phil Reed des mérites du nouveau circuit du Mugello avant de nous faire part de ses espoirs pour cette nouvelle saison. Je serais vraiment heureux de pouvoir remporter le titre de champion du monde si cela est possible. J'espère juste que je ne tomberai pas et que je ne me blesserai pas. Si je réussis à finir la saison et que je ne suis pas champion du monde, mais que je suis encore en un seul morceau et heureux, ça sera déjà très bien. J'ai fait une course fantastique avec Phil Reed en 76 au Mugello. Lui et moi, nous nous sommes battus comme des chiens depuis la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Au début, Agostini était avec nous, mais il a cassé. Ce fut une course très serrée. Et je n'ai finalement battu Phil à la fin qu'une demi-longueur de moto. Mais ce fut excellent et un véritable plaisir de se bagarrer contre un pilote de cette trempe. Barry, affublé désormais de son célèbre numéro 7, entame une invraisemblable bagarre contre Phil Reed sur le Yamaha numéro 2.
That's me out, look, all right. Sulle piste di tutta Europa ha vinto Barrichin in un'ora, 2 minuti, 35 secondi e 5 decimi alla media. En 1976, au début de l'année 1976, j'étais vraiment pressé de courir pour le titre de champion du monde. Car si je n'avais pas eu le titre en 1975, c'était uniquement à cause de l'accident de Daytona. Mais l'année commença très bien et je me suis vraiment fait plaisir à chaque course. Le Grand Prix de Belgique à Spa fut le seul Grand Prix que je n'ai pas remporté avec celui de Grande-Bretagne, et uniquement à cause d'un problème mécanique. Mais c'était si bon, vous savez, de remporter le titre cette année-là, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de moi-même depuis que j'ai commencé la compétition. J'ai finalement empoché le titre, mais ce fut vraiment difficile, surtout quand la 500 essaya de me jeter par-dessus bord lors d'un problème mécanique, comme en 1974. Oh, I don't want to comb my bloody hair. Yeah, get us the champion one. Bravo, buddy. That's me here, all right. Yeah, well, A fine ride there by Barry, an excellent win, perhaps his best so far of the four. Well done, Barry, congratulations. Comme toujours à la fin de chaque Grand Prix, le père de Barry, Frank, était là au cas où Barry ait besoin de quoi que ce soit. Barry, avec ses bouffonneries sur et en dehors de la piste, a généré un véritable battage publicitaire des médias autour de lui. Il était vraiment très proche de sa famille. Ses parents, Iris et Frank, étaient toujours avec lui sur la piste. Ils avaient toujours leur motorhome sur le circuit et s'occupaient de Barry. Je me rappelle que toujours, quoi que Barry fasse, où qu'il soit, il embrassait toujours son père et sa mère en leur souhaitant bonne nuit avant de quitter la piste, probablement pour aller dans un endroit où il n'aurait pas dû aller. Certainement pour prendre un peu de bon temps. Il était très proche de sa famille et cela a constitué sans aucun doute pour une bonne part de sa réussite. Après, il est parti vivre en Australie avec Daphné et leurs 2 enfants. Il a su rester un extraordinaire père de famille, heureux de vivre au soleil, en travaillant de temps en temps pour la télévision, mais toujours en restant un jeune fou. Il restera toujours Barry Sheene. C'était vraiment un type à part et il n'a jamais été remplacé en Grand Prix moto. Il n'y a aucun doute sur le fait que Barry aimait bien rire, mais il savait aussi être très sérieux. S'il chutait, ou si d'autres pilotes n'avaient pas été corrects avec lui, vous pouvez être sûr que tout le monde était rapidement au courant, comme par exemple le jour où il n'a pas couru en Allemagne. Eh bien, tout simplement pour la bonne raison que j'avais accumulé assez de bons résultats dans les Grands Prix précédents et que je n'avais donc pas besoin d'aller courir au Nürburgring. J'ai quelques problèmes en fait. Tout le monde a des problèmes avec les organisateurs de Grands Prix. Parce que ce que nous considérons comme une prime minimum de départ constitue pour eux une prime maximum. Donc pour rouler en Grand Prix, cela me coûte de ma poche, pour chaque Grand Prix, environ 750 € en hôtel, voyage, etc. Et cette année, j'ai gagné seulement 350 € par Grand Prix. Donc voilà une excellente raison. J'ai déjà dit que Barry avait tendance à l'ouvrir, mais ce n'était jamais uniquement pour lui, c'était toujours aussi au bénéfice des autres pilotes. Il y a eu cet incident en Allemagne où il refusa de prendre le départ à cause de ce problème d'argent. Barry aurait sans doute voulu toucher des primes de départ plus conséquentes lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Et qui pourrait l'en blâmer? Il a remporté tant de couronnes sur tous les circuits de Grand Prix. Il était aussi très investi dans le domaine de la sécurité. À Spa, en Belgique, il refusa de courir parce que la piste était trop détrempée. Et aussi dans le Gard, en France, quand il persuada les autres pilotes de refuser de courir parce que le circuit n'était pas un circuit adapté au Grand Prix, en tout cas pas aux 500. Donc Barry ne l'ouvrait pas uniquement pour lui-même, mais aussi pour les autres pilotes. Et avec sa volonté de parler et d'argumenter avec les organisateurs de Grand Prix pour ce qu'il pensait être juste, il est certain que Barry a apporté beaucoup aux autres pilotes, et probablement pour le sport motocycliste en général. Donc Barry est devenu champion du monde 500 en 1976. Pouvait-il rééditer cet exploit en 1977? Après une victoire au Venezuela, il était de retour à Imola avec des Italiens ravis de le retrouver.
Une de mes victoires dont je me souviens le mieux, c'était à Imola en 1977. Je me suis toujours bien senti à Imola et j'aime l'Italie. C'est d'ailleurs toujours mon pays favori actuellement. Je pensais que quelque chose ne tournait pas rond ou que quelque chose n'allait pas tourner rond, car je n'avais jamais réussi à gagner un Grand Prix d'Italie à Imola. Je me rappelle même avoir franchi la ligne bon dernier. Et puis je voyais mes parents venir vers moi alors que je rentrais dans les stands avec mon paquet de cigarettes dans leurs mains. Ce fut bon, mais alors très bon de gagner à Imola. Viva Michelin! Viva Michelin! Keep holding it. Ah, les deux ça marche très bien. Barry. Oh, thanks so much. Bravo, Barry. Is Jack okay? Yeah. Nous voici à Spa-Francorchamps, ce circuit extrêmement rapide situé dans les Ardennes, où se déroule le Grand Prix de Belgique. Une fois de plus, du soleil et une énorme foule. Attention au départ. Ce circuit de près de 15 km est incroyablement rapide, avec des pilotes se faisant mutuellement l'aspiration durant les longues lignes droites. Michel Rougerie mène devant Barry Sheene à la fin du premier tour. Mais Barry prend juste son temps. Et comme d'habitude, au dernier tour, Barry remporte son 5e Grand Prix de la saison. Avant même le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone, il avait déjà empoché son second titre de champion du monde. Ici, nous voyons Barry plaisanter avec son grand ami Johnny Cecotto. Ils étaient du même moule, des gens qui mordaient dans la vie à pleines dents. Les Grands Prix moto étaient bien sûr la chose la plus importante à leurs yeux à cette époque, mais ils appréciaient faire beaucoup d'autres choses aussi. Ils voulaient prendre du bon temps, ils voulaient sortir de ce milieu de motards de temps en temps, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont semé une belle pagaille et fait des ravages dans les paddocks et les hôtels à travers la planète. Cela a été vraiment super, vraiment top de pouvoir vivre ces moments-là. Des moments qui vraisemblablement n'existent plus dans le sport actuellement, et pas seulement dans le sport motocycliste. Les pilotes et autres sportifs ne sortent plus pour prendre du bon temps lorsque la compétition est finie, comme ils le feraient certainement si Sheene et Cecotto étaient encore dans les parages. He said his hobbies motorcycles and girls, and at the moment he doesn't have any other hobbies. Well, it's two of the best, I guess. Et nous voici à Silverstone. Au premier virage, le pilote italien Giovanni Rolando rappelle à tout le monde les risques que ces courageux pilotes prenaient en pratiquant leur sport favori. Heureusement, il s'en sortira indemne.
Barry est à la bagarre mais doit finalement abandonner sur un problème de joint de culasse. Cette saison sera l'inverse de la précédente saison victorieuse. Mais l'immense contribution de Barry envers le sport motocycliste sera reconnue en devenant un pilote immortel, Monsieur Barry Sheene. Et puis est arrivé un certain homme des États-Unis nommé Kenny Roberts, totalement inconnu en Europe, mais qui pilotait remarquablement. Que de grandes batailles il y eut entre Barry et lui en 1978 et 79, jusqu'à ce qu'en 1980, Roberts remporte le titre. Je pense qu'il faut admettre qu'ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Ils se sont probablement complimentés l'un et l'autre à travers différentes interviews et aussi quelquefois invectivés. Mais s'ils n'étaient pas amis, ils ont réellement tenu en haleine les spectateurs durant leurs duels, leurs très nombreux duels. La grande déception de Barry sera de ne jamais arriver à reconquérir le titre mondial après l'arrivée de Kenny. Mais en tout cas, que de belles courses et quel bon pilote. Je pense que cette période de Grand Prix moto avec ces deux-là ne pourra jamais être oubliée. Peut-être que la course qui restera jamais gravée dans l'esprit des gens sera le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone en 1979. Bien que Barry ne se répande pas en confidence avant la course. C'est un moment terrible, avec cette moto d'usine censée marcher mieux qu'une compé client et qui s'obstine à rester encore moins rapide que la moto standard. Donc en fait, non, ça ne va pas très bien en ce moment. Et pour tout arranger, les officiels se mirent aussi de la partie, ce qui n'avait rien de surprenant pour Barry. Qu'est-ce qui se passe, Barry? Ah, il y a ces stupides officiels. Hello. How's it gonna go? Oh yeah, for God's sake, look, nobody said a word about it this year. They passed it twice already. It's been through twice. Look, it means all we're going to do is move the handlebars, and it means I've got to set all that up again. I've got a quarter of an hour to get down there, you know, for God's sake, have a little bit of, you know, oh, for crying out bloody loud. You know, don't you people have enough to do? You know, we have enough to do on a race day without stupid things. Well, why the bloody hell didn't they sort it out when they first came through? They never said a word. They stamped it yesterday and the day before, and now on race day you want to start causing trouble. Well, no, you shouldn't have bloody passed it in the first place. Just get a pair of cutters and cut it out. Mais quel est le problème exactement? Mais rien du tout, comme d'habitude. Ils veulent parler de la moto maintenant, et c'est exactement la même moto que pendant ces 3 derniers jours. Et bien sûr, ils ont trouvé quelque chose qui ne va pas seulement maintenant. Vous savez, ils sont tout simplement idiots. It's only just a matter of routine adjustment, but he seems to thank authority and want to take advantage of his position and feels that there's one law for Barry Sheene and one for the others. So the law is the same for everybody. Ben, don't move the handlebar, just cut. He's going to get the cutter. Hold your Heureusement, tout sera finalement prêt pour le départ d'une incroyable bataille entre Sheene et Roberts. Arrivé des États-Unis en ayant fait du dirt track depuis sa plus tendre enfance, passer de guidon en guidon, cela vous donne une confiance totale dans les gens avec qui vous courez. Et Sheene était un de ces pilotes avec lesquels je pouvais aller à la limite. On était littéralement collés l'un à l'autre. On s'est même heurté quelquefois à Silverstone. Et on savait tous les deux exactement jusqu'où on pouvait aller. C'est excitant de pouvoir attaquer aussi fort et de devenir le vainqueur pour seulement quelques centimètres d'écart après une course de plus de 45 minutes comme celle-là. Attaquer roue dans roue et apprendre que vous êtes le gars qui a franchi la ligne d'arrivée en premier, c'est un grand moment, car dans ce genre de course aussi serrée, vous ne savez jamais qui va finir en tête.
Kenny, we make it. You still need 1 point to clinch the championship. Have you had time to do your sums yet? No, well, yeah, he was doing it while he was going round. Je pense que de tous les pilotes avec lesquels j'ai couru, je me suis plus battu avec Kenny Roberts qu'avec n'importe quel autre pilote. La première fois que j'ai couru contre Kenny, c'était en 750, en 1971, en Amérique, je crois, et plus tard, en 1974, à Daytona. On a couru de grandes courses, vous savez, comme celle de Silverstone, dont tout le monde parle encore. C'était effectivement une très belle course et j'aurais tellement aimé remporter le Grand Prix d'Angleterre. Mais à la fin de la journée, je pense que cela ne m'importait pas plus que ça. J'ai gagné tant d'autres courses. Et cette course, ce jour-là, a bien plus fait pour la moto que les autres, car les gens s'en souviennent toujours. Certes des rivaux, mais avec un profond respect mutuel. La plupart des médias, la presse en particulier, étaient avec Barry pour un certain nombre de raisons. Une de ces raisons était la nationalité anglaise de Barry. Et ce que je pouvais lire dans la presse anglaise faisait de Barry plus qu'un rival, et pour des raisons différentes de son talent de pilote par ailleurs excellent. Je pense que son style, pour le moins flamboyant, et la façon qu'il avait de toujours balancer des plaisanteries faisaient aussi partie de son personnage. J'ai vraiment aimé courir avec Barry, objectivement, et j'ai toujours aussi apprécié les moments en dehors de la routine de la course. Bon, ce n'était pas tout le temps drôle, mais quand j'y repense, c'est toujours « hey, c'est ça la course ». En 1980, Barry décide de quitter Suzuki. Cela ne s'est pas passé sans problème, loin de là, mais je pense que Barry avait toutes les bonnes raisons du monde de quitter Suzuki. Barry est alors rentré dans une écurie privée équipée de Yamaha avec de très bons sponsors, mais il n'a jamais eu les bonnes motos d'usine. Les motos n'étaient pas compétitives et il a vraiment perdu son temps en 1980. 1980 vit le retour de Barry de nouveau sur Yamaha, mais cette fois avec les bonnes motos d'usine, une équipe d'usine et de bons sponsors. Et ces sponsors n'étaient pas arrivés là par hasard. Barry avait parfaitement conscience de sa valeur, travaillait dur pour obtenir les meilleurs contrats possibles et attirer les grandes multinationales dans le sport. Et si quelqu'un décidait de s'associer avec Barry Sheene, cela lui garantirait alors un maximum de publicité. Barry obtint par ailleurs sa licence de pilote privé d'hélicoptère en un temps record, ce qui allait grandement l'aider dans sa vie trépidante de pilote et de businessman. Une chose indéniable au sujet de Barry, ça c'est sûr, c'est que c'était à la fois un grand pilote et un sacré vendeur. Je suis sûr qu'il aurait été d'accord avec moi à 100%. Il roulait et se vendait à travers la compétition. Il courait et vendait son mode de vie à chacun de ses instants importants. Ce que Barry a fait, et ce que les pilotes modernes ne font plus, comme certains pilotes britanniques par le passé, c'est qu'il donnait de la valeur ajoutée à ses sponsors. Il faisait de son mieux pour établir les meilleurs contrats possibles avec les meilleures compagnies possibles et ainsi élargir son horizon et gagner de l'argent. Et une fois le contrat conclu, il faisait prendre énormément de valeur à ce contrat. Il fut le premier sportif anglais, en tout cas dans le domaine de la moto, à agir ainsi. Il était vraiment l'exemple à suivre. Je pense que ceux qui ne l'ont pas imité sur ce terrain, même s'ils ont roulé et fait du business, n'en ont sans doute pas fait autant pour les sponsors que ce que Barry a fait. Et ils n'ont sans doute pas eu la rage et la détermination d'un Barry quand il pilotait sa moto. Barry représentait le compromis parfait pour les médias et les sponsors à ce moment. Et il a fait un incroyable boulot pour les deux. Mais les sponsors, les autres pilotes et bien sûr les médias eurent aussi à faire face à Barry et à son sens de l'humour. Et si la tête du bonhomme Michelin apparaissait soudain avec une banderole Dunlop, tout le monde dans le paddock soupçonnait alors immédiatement Barry, même si à cette occasion Barry était innocent, comme on a pu le dire. Bien sûr, Barry possédait un grand sens de l'humour. Bien sûr, la plupart des choses que Barry faisait l'étaient sur le ton de la plaisanterie. Mais son sens de l'humour avait aussi une extrémité. Il pouvait être très différent sur la ligne de départ. Les gens sont habituellement nerveux sur la ligne de départ. Et Barry, lui, se baladait tranquillement sur la grille en s'arrêtant devant ses concurrents, faisant semblant que quelque chose n'allait pas à l'avant ou encore que la roue arrière était légèrement desserrée. Cela rendait tout le monde assez nerveux, pendant que lui restait bien sûr totalement calme et détendu. Sur la piste, il faisait des blagues même quand il dépassait les autres pilotes et faisait aussi des signes tout le temps.
En 1981, il a gagné à Anderstorp en Suède. Et si vous regardez la course aujourd'hui, il a vraiment bataillé. Il a remporté le Grand Prix 500 et croyez-le si vous le voulez, mais c'est la dernière fois qu'un Anglais a remporté un Grand Prix en 500. Cela montre juste le vide que Barry a laissé derrière lui lorsqu'il s'est retiré de la compétition et des Grands Prix moto. À la fin de la saison, Barry retourne au Japon pour essayer les motos de la saison suivante et est interviewé par la télévision japonaise. Je veux être champion du monde. À nouveau? Oui, vraiment, parce que cette année, c'est ma première année en tant que pilote d'usine Yamaha. C'est tout nouveau pour moi et j'ai de très bons contacts avec les ingénieurs. La moto devient de plus en plus performante et les mécanos essaient vraiment d'obtenir une machine toujours meilleure. L'année prochaine, je veux être sacré champion du monde. Next year, I want to be world champion. Une seconde place lors du premier Grand Prix en Argentine, suivie d'une autre seconde place au Grand Prix d'Autriche, confirmait les intentions de Barry. Le roi d'Espagne félicitera lui-même Barry pour cette autre seconde place. Mais bien que Barry ait atteint le statut de superstar, il est resté toujours facilement approchable, comme s'en souvient Nick Harris. Il était alors certainement la personnalité numéro 1 en Grande-Bretagne, une des personnes parmi les plus populaires dans le monde et sans aucun doute le pilote numéro 1 sur la planète. Si j'allais frapper à la porte de son motorhome pour lui demander pour quelle raison il n'avait pas réussi son Grand Prix, ce qui était vraiment une question culottée pour un jeune journaliste, j'étais tout de même très bien reçu. Barry prenait toujours le temps de me dire ce qui s'était passé. S'il ne trouvait pas le temps, Iris lui rappelait sans cesse de trouver le temps, il trouvait alors un moment. C'était une famille très unie, très proche, et je sais que derrière les caméras, on appréciait ce type d'hospitalité et cette gentillesse. C'était une part très importante du Team Chine. On a demandé à Barry s'il était superstitieux. No, not really. Non, pas réellement. As far as Pour autant que je sache, en matière de compétition, je ne suis pas superstitieux. I'm really going. Peut-être si ça me sert à gagner. Mais si je ne gagne pas, je finirai second ou troisième, et il y aura toujours des pilotes pour se faufiler entre moi et les premières places. Il y a eu encore de grandes courses avec Kenny Roberts, toujours sur Yamaha. Freddie Spencer marqua le retour de Honda en Grand Prix sur une 3 cylindres de temps. Je me rappelle de cette course à Spa en Belgique, une superbe bagarre remportée par Freddie Spencer sur la Honda. C'était sa première victoire en Grand Prix 500 et la première victoire de Honda depuis leur retour sur la scène des Grands Prix. Une journée très symbolique. Freddie Spencer prend rapidement le commandement et Barry, flanqué de Roberts, entame une longue bagarre avec Franco Uccini pour la seconde place. I tried my hard to. I say, every time I look back on the corner, the hairman don't come on, man. Thanks a lot. Vous avez quelque chose à boire? Oui, tu vas voir, ouais. Attends une minute. Un verre, je veux un petit. Je me rappelle d'un autre incident qui illustre clairement la rivalité qui opposait Barry et Kenny. En effet, sur le podium du Grand Prix de Belgique à Spa, la course que venait de remporter Freddie Spencer, l'hymne américain résonnait largement, signifiant la nationalité du vainqueur, Freddie Spencer. En fait, nous étions le 4 juillet, le jour de la fête de l'indépendance aux États-Unis, et Barry se retourna alors vers Freddie en faisant bien attention que sa voix porte dans le micro et déclara qu'il préférait entendre cette musique pour lui plutôt que pour un autre. Il pensait alors clairement à Kenny.
Et nous voilà bien sûr à Silverstone pour le Grand Prix d'Angleterre en cette journée d'août. Je ne l'oublierai jamais. Barry avait indiqué au mécano de chez Yamaha le moteur qu'il voulait. Il l'installa dans une partie cycle spécifique. C'était un mercredi après-midi. Tout le monde réalisait des essais privés, toutes les classes, une chose extrêmement dangereuse. J'ai été dans les stands de Barry lorsque j'ai réalisé que quelque chose de très sérieux venait de se passer. Steve Parish revint dans les stands complètement blême. Alors Ken Fletcher, Stéphanie et Frank, le père de Barry, se ruèrent hors des stands pour voir l'accident qui venait de se dérouler près du pont Daly Express, juste avant Woodcut Corner. Il y avait un énorme nuage de fumée, je ne l'oublierai jamais, et aussi un silence de mort. Tout ce que l'on pouvait voir était ce nuage de fumée et ce silence absolu, car tout le monde avait stoppé sa machine. On a pu soudain entendre les oiseaux siffler dans les arbres. Kenny Roberts est passé devant moi en pleurant, les cheveux dans la figure, le visage blanc, avec encore son casque sur la tête. Manifestement, il pensait que Barry était mort dans l'accident. Quand je repense à la scène, je suis heureux de savoir que Barry était déjà parti pour le centre médical. Mais c'était encore plus impressionnant qu'un accident d'avion. Il y avait des pièces de moto éparpillées sur une surface de près de 800 mètres. La moto de Jack Middleburg, la moto de Barry, la moto de Gower, celle-là même qui avait heurté Barry sur la piste, tout était en pièces sur le circuit. C'était une scène de désolation totale, de destruction totale et surtout une scène d'horreur, car j'ai réellement cru à cet instant que Barry avait été tué. Mais comme on le sait, Barry est encore revenu. En fait, je fus le premier journaliste à pouvoir le voir 4 jours après son hospitalisation à Northampton. Il souffrait terriblement de ses jambes affreusement blessées. Mais il s'appliquait toujours à sourire, à plaisanter avec les infirmières, et cela continua ainsi tout au long de sa convalescence à Northampton. Et bien sûr, une fois sorti de l'hôpital, il continua à plaisanter, à rire avec tout le monde, jusqu'à son retour sur une moto, typiquement du Barry Sheene. Merci encore à l'excellent travail du chirurgien Nigel Cobb et à la détermination sans faille de Barry. Il étonna tout le monde en faisant une apparition à Donington Park seulement 2 mois après l'accident, déclenchant le délire chez pas moins de 30 000 fans venus fêter le retour de leur héros. Le passager pour le moins nerveux n'est autre que Steve Parish. Bien entendu, tout au long de sa convalescence après le crash de Silverstone, Barry pensa au meilleur moyen de retourner à son avantage cet horrible accident. Et ce qu'il fit est réellement très intelligent. Il revint sur une Suzuki. Je suppose que personne n'aurait eu le culot de faire ça, mais lui, il le fit. Cela lui assura une énorme publicité ainsi que son retour sur la piste en Afrique du Sud. Barry était à nouveau le chouchou du public et au top de sa popularité, il faisait exactement ce qu'il voulait faire. C'était typiquement du Barry Sheene, retourner le pire des accidents, le pire des scénarios à son avantage et revenir au top comme d'habitude. Encore un an et Barry était de retour à Silverstone après avoir déjà couru 3 grands prix. Bien entendu, le sujet de la conversation tourna autour de sa remarquable convalescence. Eh bien, je me suis cassé les 2 os ici, qui sont les tibias. Et en plus des 2 tibias, j'ai désintégré mes 2 rotules. Je me suis cassé aussi plein de petits os dans mes 2 jambes qui sont juste là, et aussi ce poignet. Je me suis brisé le radius et toutes les phalanges de chaque doigt et détruit l'extrémité de mon radius, qui est le gros os ici. Objectivement, pensez-vous jamais un jour regagner le titre ou redevenir champion du monde? Eh bien, j'ai d'abord besoin de retrouver avant tout rapidement une moto compétitive. C'est le gros problème actuellement. L'année dernière, ici même, j'ai fait des essais avec la Yamaha V4 sur laquelle roule Roberts. Et j'ai pu faire 8 tours avant l'accident. J'ai alors tourné à près de 208 km/h de moyenne. La même moyenne que Kenny et les autres pilotes réalisent en ce moment. Alors que Barry se démenait comme un beau diable pour rester avec les leaders, le public, quant à lui, se démenait pour lui faire sentir ce qu'il voulait voir.
Bien sûr, on a parlé des accidents de Barry, comment il a su retourner à son avantage ces terribles événements, et en regardant en face les choses, quoi faire pour tirer bénéfice de ce qui se passait. C'est là toute l'histoire de Barry en compétition, il était toujours conscient de là où se trouvaient les caméras. Toujours avec le mot pour rire, ce qui a fait probablement plus pour sa publicité que n'importe quelle autre victoire. Il n'était jamais en dehors du coup pour telle ou telle mauvaise raison, que ça soit sur et hors de la piste. Il savait toujours tirer le meilleur profit de tout cela. Sorry about that straight on the hairpin. It just up against the handlebar and nothing. I said it. Yeah. Scenes of excitement. They weren't true when I done the warming up that they were like that. You couldn't even ride it in the wet. You go into a corner and the thing wouldn't lay down, and when it did lay down, you couldn't pick it up. It was really nice. C'était vraiment super de pouvoir piloter cette Yamaha d'usine. Peut-être que plus de bruit sera encore plus efficace. Et ils m'ont très bien accueilli. Ah oui, vraiment, il n'y a aucune chance. En fait, vous avez plus de chances de prendre un pain dans la figure de la part du pape que de finir dans les 3 premiers actuellement. C'est encore meilleur qu'une gifle en pleine figure avec un poisson frais. Robert, s'il te plaît, peux-tu me passer mes cigarettes par terre? Je ne pense pas qu'ils aient le droit d'organiser un Grand Prix ici. Je pense qu'il ferait mieux d'organiser une course dans une brasserie. And I hope you win lots more. And when you start doing the internationals, don't beat me, because I'll never talk to you. Le problème, c'est que nous avons travaillé au banc il y a 2 semaines et on a trouvé 123 chevaux. Et avec ce genre de puissance moteur, on ne pourrait même pas gagner en partant avec un tour d'avance. La saison 1984, on crut voir Barry revenir au sommet de sa forme avec une 3e place en Afrique du Sud et en finissant dans les 10 premiers en France, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en Yougoslavie et en Grande-Bretagne. Mais entre tous ces bons résultats, il y eut aussi plusieurs sérieuses déceptions. Le TT à Assen en Hollande en 1984 fut probablement l'une des dernières grandes courses de Barry quand il réussit, sur une moto pourtant bien lente, à rester avec les meilleurs au-delà de la mi-course avant que sa machine ne rende l'âme. Le Grand Prix de Belgique à Spa fut encore pour Barry l'occasion d'une superbe course et une belle bagarre avec Palandini jusqu'à ce que la Suzuki ne stoppe à seulement un tour de la fin. Une véritable frustration. Barry s'est retiré au début de la saison 1985 en prenant tout le monde par surprise. Il n'est jamais revenu en course depuis. Et il n'a que mépris pour ceux qui tentent des comebacks. Je pense qu'il dit que si vous vous retirez, vous devez le faire réellement. Mais c'est une chose qui n'a jamais vraiment été respectée dans le sport motocycliste anglais. Et sans doute aussi dans le sport motocycliste mondial. Mais Barry ne s'était pas réellement retiré. Il a juste ajouté 2 roues supplémentaires à sa nouvelle monture et s'est essayé en saloon cars avec la même détermination que sur 2 roues.
Mais Barry trouva ce sport un peu trop gentil et donc il changea de championnat. L'attitude qu'ont les gens au sujet de la course de camion est à peu près la même qu'avec le sport motocycliste lorsque j'ai fait mes débuts. Vous savez, tout le monde aime ça, il n'y a que du bon temps à prendre ici et on le prend. Vous venez, vous descendez pour passer un bon week-end ici, c'est un excellent divertissement pour toute la famille et c'est très populaire. Je pense qu'il y a ici 60 à 80 000 personnes, donc c'est pas si mal. Alors, comment s'est passée cette Ah, course? c'était bien, vraiment très bien. C'est tellement bien de courir contre Roger. J'étais l'un des seuls qui voulait que Roger court en Grand Prix et qu'on lui donne une chance sur ma moto. Il est bon, il est excellent, c'était vraiment super. Super, ça l'a sûrement été. Mais regardez les noms défiler sur votre écran, particulièrement la 6e place. Vous allez revenir et nous rendre visite à nouveau un de ces jours, n'est-ce pas? Un de ces jours, ça voudrait dire que je ne reviendrai jamais si j'attendais justement ce jour. Bien sûr, je vais revenir. J'ai signé quelques engagements ici. Je reviendrai de temps en temps parce que je vis actuellement en Australie. Ça fait maintenant 5 ans que je vis ici et je travaille pour la 9e chaîne. Je fais pour eux les commentaires lors des Grands Prix moto. Je suis aussi la Formule 1 en interviewant les pilotes, exactement comme pour les Indy Racing où j'interviewe aussi les pilotes. En fait, toutes sortes de sports mécaniques où la chaîne souhaite me faire travailler. J'ai aussi réalisé une émission en dehors de ça, quelque chose de très différent qui s'appelait le Sex Show, toujours pour la 9e chaîne. En fait, je fais ce que la 9e chaîne veut que je fasse. J'ai aussi un contrat publicitaire pour 3 ans avec Shell. Ils utilisent mon image pour leur campagne publicitaire à la télévision et dans la presse, ce qui est sympa, car j'avais d'excellentes relations avec Shell en Grande-Bretagne. Barry, je voudrais faire un tour dans la boutique pour y acheter une chose ou deux, ok? Ok, profites-en pour prendre une barre chocolatée pendant que tu y es. Une barre chocolatée, ok. Finalement, prends-en 2, je suis affamé. 2, ok. Oh, et du papier. Du papier aussi? Et à boire, quelque chose de frais et sympa. Encore autre chose, Barry? Peut-être des chaussettes? Des chaussettes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des chaussettes? Si vous sortez aujourd'hui dans la rue et que vous demandiez aux gens de citer un nom de coureur moto, 9 personnes sur 10 vous répondraient la même chose, à savoir Barry Sheene. Et si un policier vous arrête un jour sur la route parce que vous roulez trop vite, il y a des chances pour qu'il vous dise « Pour qui vous vous prenez, Barry Sheene ?» Comme nous l'avons dit au début, Barry Sheene aura été un extraordinaire ambassadeur pour le sport motocycliste. Et ces choses-là se révèlent encore plus exactes 10 ans après. Si l'on considère le sport motocycliste actuellement par rapport à ce qui se passait il y a 4 ou 5 ans, il y a beaucoup plus de gros sponsors aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent et cela a tendance à devenir beaucoup plus professionnel. Les gens nous regardaient en rigolant. Une bonne partie de la presse nous considérait comme des rigolos. Ils pensaient que tous les pilotes moto n'étaient que des trompes-la-mort. Mais tout cela est en train de changer maintenant, et cela change pour quelque chose de réellement mieux. Il y a beaucoup de grosses multinationales qui viennent en tant que sponsors, et ça c'est vraiment super. On est vraiment des gens très sympas, vous savez.